Après le 22 juillet, j'ai ressenti le besoin d'en faire plus. Toutes mes valeurs d'avant le 22 juillet se sont renforcées. J'y pense indirectement ou directement toutes les heures, parce que ça fait partie de moi. Quand j'ai entendu les tirs, j'étais au milieu de l'île. Et on a entendu un bruit comme un feu d'artifice. On se dirigeait vers le port quand j'ai vu des jeunes du groupe pointer du doigt pour dire « Courez, courez, courez !» J'ai entendu Gunnar dire à un autre ami « C'était un Glock ». Boum, boum. Et les secondes qui ont suivi étaient les plus longues de ma vie. Parce que je regarde droit dans les yeux de mon ami. Et des gens avec du sang sur la figure traversent le camp en courant et crient « Il nous tire dessus !» Et ensuite, c'est l'apocalypse. Tout ce qui m'importe, c'est mon frère. Essayez de le rassurer. L'un des garçons de notre groupe n'avait que 15 ans. Il a commencé à nager et disait « Il faut nager !» Et je ne voulais pas le laisser nager seul. La vérité, c'est que j'ai choisi comment je voulais mourir. Noyade, par balle. La noyade semblait moins douloureuse. C'est vrai, je ne pensais pas y arriver. Mais j'ai fait 400 mètres à la nage. J'ai réussi. Il nageait en arrière pour voir Breivik. Moi, je ne le voyais pas, mais je l'entendais. Il m'a dit, si on me tire dessus, il faut continuer à nager. Et je me disais, pourquoi tu dis ça? À 10 mètres du bord, Breivik était juste derrière moi. Et si j'ai survécu, c'est parce qu'il était là, à tirer sur les gosses, sur les rochers. On a eu le temps de fuir parce qu'il tuait quelqu'un d'autre. On courait pour rejoindre les falaises. Et mon frère et moi étions les premiers arrivés. On a entendu les tirs se rapprocher de plus en plus près. C'était une falaise. Mon frère et moi étions là, au bord du précipice, mais il suffisait de tirer depuis le bord. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne me souviens pas où j'ai été touché en premier, ni la deuxième fois. Mais je me souviens que j'ai été touché et je suis tombé à l'eau. Je flottais dans l'eau et j'ai vu mon frère à 1 mètre. Il essayait de me rejoindre, vous voyez, il voulait venir vers moi. Je me suis levé et je l'ai poussé dans l'eau. Je voulais qu'il fasse le tour de la baie. Je me suis levé, j'ai pris une autre balle. La dernière, c'était à la tête. J'ai été touché 5 fois au total. Breivik trouvait que la société multiculturelle détruisait la Norvège et la culture norvégienne. Mais la culture évolue sans cesse. Et le Parti travailliste et les jeunes travaillistes y ont toujours cru que la culture se construit ensemble.
J'ai compris que j'étais grièvement blessé et que si je me reposais, j'allais mourir. Alors je suis resté allongé et j'ai parlé et parlé aux gens. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si c'était cohérent ce que j'ai dit. Et puis ça s'est transformé en chant de pirate. Vous voyez, comme un vieux marin ivre qui chante pour essayer de ne pas sombrer. La volonté de vivre était tellement forte. Je sentais que je ne voyais plus d'un œil, et quand je l'ai touché, je me suis rendu compte que je touchais ma cervelle. Et je me suis dit, OK, il ne faut plus toucher ma cervelle. Les minutes passaient, les heures, 2 heures. À un moment, le terroriste repassait et quelqu'un sur la falaise a dit « Tais-toi, Villiard ». La Norvège a un excellent système de santé, alors l'aspect médical a été bien géré. Ils étaient là, il y avait un suivi. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte de la qualité du système norvégien. C'est génial. Je suis revenue à la normale assez rapidement. Mais parfois, j'ai besoin de faire une promenade où certaines choses sont trop lourdes à porter. Et mes supérieurs et mes amis m'ont toujours accordé de l'espace. Ils ont dû me mettre dans le coma parce que j'avais besoin d'être dans un coma médical. Les 6 jours suivants, j'ai subi 20 interventions chirurgicales. Ils ont reconstruit la moitié de mon visage, de là à là. Il y a une plaque là et des vis et d'autres trucs. Je suis le maire adjoint d'Oslo. Je crois profondément en la liberté d'expression. Et mon travail ici à Oslo est de créer une société où les gens, à tout moment, peuvent être confrontés à la différence, pour qu'ils puissent évoluer avec les informations qu'ils reçoivent. Et c'est ce qu'il n'a pas pu faire. Alors je ne suis pas en colère contre lui. Je le plains, vraiment. Quand le procès a commencé au printemps 2012, j'étais souvent là et les gens me disaient « Pourquoi vous perdez votre temps ?» Je n'étais pas là pour lui donner de l'attention. J'étais là parce que je suis une femme politique à Oslo. C'était ma responsabilité d'apprendre pourquoi il est devenu comme ça et comment m'assurer que cela n'arrivera plus jamais. J'ai 23 ans et j'étudie le droit ici, à Tromsø, ma ville natale. Je suis enthousiaste de pouvoir étudier et passer des examens. J'en suis ravi en fait. Pour moi, le soutien le plus important vient de ma famille. Mon frère surtout, qui l'a vécu aussi. Et de pouvoir en parler chaque jour. Parler, parler, parler. Pour gérer le stress post-traumatique, il faut se l'approprier, en prendre le contrôle. Il ne vous contrôle pas, vous le contrôlez. J'ai essayé la première année de vivre exactement comme avant. Je vais reprendre ma vie, faire les mêmes choses, ça ne me changera pas. Mais il faut accepter que certaines choses changent. Accepter que je n'obtiendrai pas la meilleure note aux examens et que je ne pourrai probablement pas travailler autant que je le pensais. Une semaine après mon élection au poste de maire adjoint, j'ai donné une interview à un grand journal norvégien.
J'ai dit que je ne mettrais pas Breivik en prison. J'ai dit que je le ferais travailler pour les immigrants, pour lui montrer que la société multiculturelle n'est une menace ni pour lui, ni pour personne. Petit à petit, reconstruire la confiance en la société et me reconstruire. Que ce soit aller au théâtre ou célébrer la fête nationale avec la foule, tout ce qui paraissait normal à l'époque ne l'est plus. Mais j'irai quand même. Et ce sera encore mieux que l'année dernière. Et l'année dernière, c'était mieux que l'année d'avant. Et l'année d'encore avant était atroce, mais quand même, j'y étais. Je ne devrais probablement pas jouer au foot. Mon bras va mal. Et j'ai encore des débris de balles dans la tête. Je ne devrais pas jouer au foot, c'est mauvais. Mais pour moi, c'est un symbole. Je ne devrais pas, mais je le fais parce que c'est ma vie, c'est mon choix. D'où je viens, c'est normal d'être en contact avec la nature. On ne dirait pas avec mes chaussettes, mais ce n'est pas un froid norvégien. Il y a juste un peu de vent. C'est un endroit parfait pour les rendez-vous. C'est mon lieu secret. Alors ne le dites à personne. C'est vrai. Je veux vraiment laisser une trace, marquer les esprits. Mon rêve est de créer un environnement, ici ou ailleurs, qui soit meilleur pour les gens. Ça fait presque 6 ans, et beaucoup l'ont déjà oublié. Pour moi, ça fait partie de l'histoire, de notre responsabilité historique. J'amène les gens à Utøya parce que c'est un lieu important, où quelque chose d'atroce s'est produit. Mais cet événement atroce devrait nous rendre plus forts, nos valeurs aussi. Nous sommes encore choqués par ce qui s'est produit, mais nous n'abandonnerons jamais nos valeurs. À cela, notre réponse, c'est plus de démocratie, plus d'ouverture et plus d'humanité.